Alors, on est parti pour le quartier de l'université. Le quartier de l'université est un quartier de Bath auquel on tient particulièrement. Et c'est vrai que les Chants de Tindalos, c'est un jeu d'horreur, donc accrochez-vous parce que nous allons parler d'une monstruosité innommable ce soir. Euh, nous allons y venir dans quelques instants. D'abord, une présentation un peu plus générale de l'université de Bath. Alors, l'université de Bath, elle est située en périphérie de la ville. Tu as raison de frissonner, Socrado, et quand tu verras ce qui se cache dans cette université, ce sera encore pire. Donc, l'université de Bath, elle est située un peu en marge de la ville, au sommet d'une colline. Et en fait, c'est une université qui est ancienne. C'est une université qui a du prestige, qui a une aura. Elle a été fondée en 1820 sur l'emplacement d'un ancien fort. Et en fait, cette université, on va un peu zoomer sur la carte. Donc, elle est située en haut d'une colline. On y accède grâce à un funiculaire. Donc c'est une espèce de truc de train comme ça qui permet de monter. Quand on arrive à la gare de Sweet Station, qui est la gare qui est au bout de Sweet Gardens Boulevard, qui est juste là. Et c'est une université donc qui est, comme je le disais, ancienne, mais qui souffre depuis quelques années déjà de la présence d'un individu sinistre qui a rebaptisé l'université à son nom. J'ai nommé John Michael Whitener. Alors, John Michael Whitener, il n'est pas très content qu'il y ait un funiculaire qui permet de monter jusqu'en haut de l'université, et en fait, il est assez opposé à ça. Lui, il aimerait bien que les étudiants, ils montent le sentier de la connaissance qui est très escarpé pour qu'ils arrivent à l'université avec un corps qui est déjà en forme et prêt à recevoir les enseignements. Alors, John Michael Whitener, il a de nombreux surnoms, plus ou moins flatteurs, hein, la huitième plaie de l'intellect, le coprophage de salon, Monsieur Caca, l'idiot inutile, la verrue des sciences et des arts, le pauvre en esprit, puits d'inculture, ministère horribilis, le vacuitaire, etc. Mais pourquoi tant de haine envers ce recteur? Alors, la première chose à savoir, c'est que ce recteur est complètement sot. C'est quelqu'un qui a obtenu le poste de recteur par flagornerie. C'est quelqu'un qui sait flatter les puissants, mais qui ne dispose en soi d'aucun talent et d'aucune qualité. C'est un homme qui n'en fait qu'à sa tête. C'est quelqu'un qui, à titre d'anecdote, euh, est prêt à tout pour réussir à se faire bien voir. En 1899, par exemple, il y a une épidémie de choléra dans la ville. Et Whitener, qui vient d'arriver, bah, il veut se faire bien voir, hein, parce qu'il y a des enjeux politiques, etc. Et donc il voit des journalistes, hein, qui sont sur les bords de la Kennebec, le fleuve, qu'on soupçonne d'être pollué. Et donc Whitener, à ce moment-là, bah, il prend un grand verre d'eau de la Kennebec et bah, il le boit cul sec, glou 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 glou, pour montrer que l'eau de la Kennebec est particulièrement goûteuse. Bien évidemment, ça se passe très mal pour lui, il a des problèmes de digestion, et c'est peut-être de là que vient, on va dire, le thème scatologique qui va coller à la peau de Whitener. Euh, c'est aussi quelqu'un qui va avoir un management brutal.
C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses professeurs, qui ne respecte pas ses élèves, qui ne respecte pas enfin ses étudiants, pardon, qui ne respecte pas les familles des étudiants. Mais c'est quelqu'un qui s'accroche à son poste au grand désespoir du conseil d'administration de l'université, qui aimerait bien s'en débarrasser. Euh, le problème, c'est que donc il s'accroche et il s'accroche. Au grand désespoir, je vais vous présenter, vous allez voir, une série de personnels qui habitent l'université. Au désespoir de Métrophanès Xenofondas, qui est un peu un des professeurs stars de l'université, qui arrivait assez tard, hein, qui arrivait, si je dis pas de bêtises, en 1914. Et Métrophanès Xenofondas, c'est quelqu'un qui vient d'Égypte, pardon, de Grèce, qui vient de Grèce et qui a un parcours universitaire absolument brillant. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler sur les échanges commerciaux à l'âge du bronze et en fait il a réussi à découvrir un navire englouti depuis 2 millénaires. Ça l'a rendu extrêmement célèbre. Il est devenu le premier titulaire de la chaire de l'université égyptienne qui a été fondée en 1908 et ça a surpris tout le monde qu'il arrive à Baf. Euh, et donc Métrophanès Xenofondas, c'est une personne qui a un peu d'influence sur Whitener, parce que Whitener voit que Métrophanès Xenofondas a une aura, que c'est un professeur qui est bien établi, et donc évidemment Whitener est faible avec les forts et fort avec les faibles, et donc Xenofondas manœuvre dans le conseil d'administration pour essayer de déjouer les diverses manœuvres complètement stupides que veut créer le. Oui, alors furieux, c'est une réaction assez naturelle quand on est confronté à Whitener, d'avoir des réactions épidermiques. Euh, Plus on le fréquente, plus on le hait. C'est la raison pour laquelle hein, les auteurs des Chants de Tyndalos passent un certain temps à s'occuper de cette chose. Donc à titre d'exemple, hein, parmi les projets complètement débiles que voulait mettre en place le recteur Whitener, c'était un programme de senteurs apprenantes. Donc les senteurs apprenantes, c'est quoi? C'est une idée pédagogique innovante qui consiste à dire que les étudiants, en fait, doivent sentir des odeurs pour être bien disposés à l'égard des apprentissages. Et donc le problème, c'est que ça mettait des odeurs absolument ignobles dans l'université. Euh, oui, des cours d'apathie, c'est tout à fait possible, et oui, oui, des cours d'apathie. Ça me semble être un bon projet whitenerien. Faut savoir que Whitener a imposé comme devise hein, la science est d'argent, la confiance est d'or, car il a voulu créer l'université de la confiance, au grand désespoir de tous les personnels et étudiants. Donc Metrophanes Xenofondas, lui, par contre, hein, si vous voulez, c'est une sommité intellectuelle. C'est une sommité intellectuelle et il y en a à l'université. L'université, en fait, va y avoir des gens extrêmement brillants et des gens qui sont là, on se demande pourquoi. Vous allez voir, les profils de profs sont assez variés. Quelques mots quand même sur le bâtiment de l'université. Je vous ai dit, ou je vous l'ai pas dit, mais en fait, elle a été construite par un architecte un peu particulier, Benedictus Boyer. Donc c'est un gigantesque manoir dans le style victorien. Et en fait, Benedictus Boyer, pour conjurer les esprits malins, a décrété que ce serait pas mal d'avoir des portes qui mènent sur des murs, des escaliers qui mènent nulle part. Et donc en fait, quand on se promène dans l'université, on est toujours surpris. Parce qu'on découvre des salles, on s'y perd. C'est une espèce comme ça de lieu euh, labyrinthique. D'autant plus labyrinthique qu'en fait, l'université est construite sur des sous-sols.
Il y a des sous-sols absolument gigantesques, en fait, qui sont a priori d'anciennes carrières utilisées par les Indiens Abénaquis avant la colonisation. Et donc, il y a des laboratoires, notamment, et des salles de recherche qui sont sous l'université. Il y a un véritable dédale souterrain. Personne ne l'a cartographié jusqu'à présent, mais ça contribue à donner à l'université son petit cachet. Donc Métrophanes Xénophondas, lui, il enseigne l'égyptologie et c'est un professeur qui connaît de très nombreuses langues, le grec ancien évidemment, le latin, il déchiffre les hiéroglyphes, l'écriture cunéiforme, c'est aussi un docteur en philosophie. Bref, c'est une tête. Oui, non, alors effectivement, oui, 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 moi je serais absolument incapable de me retrouver dans l'université Whitener et je ne suis pas certain que le prestige de cette vieille université bafoise me retienne parce que la confrontation au recteur, bah, c'est une source de désespoir chronique chez les professeurs. Fort heureusement, Whitener a des opposants dans cette université, ce qui explique que l'université n'est pas encore tombée complètement en ruine, contrairement à l'internat qu'il a fait construire pour accueillir des étudiants, qui lui a été construit à bas coût, donc il flotte dedans, tant et si bien en fait que les étudiants qui logent dans l'internat, bonsoir Papidoulf, les étudiants qui logent dans l'internat, en fait, ils préfèrent des fois dormir dans les couloirs de l'université ou passer la nuit dans la bibliothèque, qui pour le coup est extrêmement bien fournie de l'université. En fait, la bibliothèque de l'université est très bien fournie parce qu'en 1820, à sa fondation, les grandes familles bafoises ont fait un legs extrêmement important à l'université, notamment d'ouvrages rares. Il y a des livres qu'on ne trouve que difficilement dans des universités, on va dire, plus traditionnelles. Et en fait, ces premiers fondateurs, ils ont décidé que, en échange de leur grande dotation à l'université, leurs descendants pourraient rentrer dans l'université gratuitement et sans faire de test d'entrée. C'est quelque chose qui s'appelle le conclave des fondateurs. C'est une sorte de fraternité étudiante en fait qui est réservée aux descendants des premières familles bafoises. Pour rentrer dedans, il faut être bafois depuis 4 générations et passer une série de rites initiatiques complètement secrets. Notamment, en fait, le conclave des fondateurs, donc cette fraternité, elle élit à vie quelqu'un qui est nommé le pontife ou la pontife et qui a la charge d'être conservateur ou conservatrice de la bibliothèque et qui a un poste permanent au conseil d'administration. C'est donc non, c'est pas très méritocrate effectivement. Effectivement, c'est pas très méritocrate, mais on est quand même, on est à une époque très 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 inégalitaire et l'université, aux États-Unis, ça coûte encore extrêmement cher, hein, c'était déjà le cas à l'époque. Donc elle, le personnage là qui s'affiche sur l'écran, c'est la pontife actuelle, Henrietta Dunwoody qui donc est la conservatrice de la bibliothèque et qui voue une haine farouche à John Michael Whitener, notamment parce que Whitener avait cette idée excellente de se dire bon, les livres c'est bien joli, mais vous feriez mieux de plus travailler et de moins lire, hein, les bouquins moins. Donc ce qu'on va faire, ma chère Henrietta, le projet c'est on va prendre tous vos bouquins, on va les enregistrer en livre audio sur un format univers qui va durer tout le temps, hein, le format le meilleur, le 78 tours. Henrietta a joué des pieds, des mains. Peut-être en est-elle venue aux mains, ça on ne le sait pas exactement parce que ce qui se passe dans l'université Whitener est nimbé de mystère, mais toujours est-il qu'elle a réussi à empêcher la destruction des ouvrages de l'université Whitener. Donc en fait l'université
Oui, il est complètement con. Oui, oui, tout à fait. C'est l'une de ses caractéristiques. On a eu comme règle d'or, hein, pendant l'écriture du personnage de John Michael Whitener, que il ne pouvait réussir à rien grâce à un talent ou à une qualité. La seule chose qu'on lui reconnaît, en fait, c'est la capacité à flairer là où est le pouvoir. Il y a des tonnes d'anecdotes sur Whitener, des tonnes d'histoires sur Whitener. Je pourrais y passer la soirée. J'en éprouverai une satisfaction mêlée d'une forme de dégoût, mais je vais quand même. Bon, on va pas passer notre temps sur Whitener et on va essayer d'avoir une présentation plus générale de l'université. Mais vous verrez, Whitener arrivera toujours à poser des petites perles de sagesse, des petites marques indélébiles qui souillent l'âme et empestent l'atmosphère. Donc, les traditions de l'université. En fait, l'université, elle a aussi un certain nombre de fraternités ou de sororités étudiantes assez marquées. Donc, je vous ai déjà présenté le conclave des fondateurs, qui a l'étage du deuxième étage qui a l'étage du deuxième étage. Bravo Nicolas. Qui a le deuxième étage de l'université qui lui est réservé. Personne ne peut y rentrer. Whitener aurait aimé pouvoir y avoir accès, mais statutairement, en fait, les membres du conclave des fondateurs ont le droit de refuser à tout le monde l'accès, et donc Whitener n'y a jamais mis ses pieds grotesques. Il y a d'autres fraternités. Je vais vous en présenter trois autres, hein, qui donnent comme ça un petit panel de ce qu'on peut y trouver. Euh, on va commencer par une fraternité qui s'appelle la Corporation Borus. La Corporation Borus est une association qui est réservée aux étudiants allemands. Elle est fondée en 1871 avec notamment le rôle de Harald Pilzer, et c'est une association d'étudiants qui est réservée aux hommes et qui exalte la virilité. Le principe de la corporation, c'est de s'adonner à l'art du comment. En gros, ils défilent au pas de loi et en faisant le plus de bruit possible. Ils boivent de la bière qui est illégale, mais ils en boivent beaucoup d'une traite, comme des ivrognes. Et ils défient la police, et dès qu'ils ont l'occasion, ils se battent en duel à l'épée, avec comme ça une espèce de culte chevaleresque, ce qui fait que ses membres ont le visage balafré, bien souvent, avec plein de cicatrices. Et bon, pour le coup, il y a eu des tentatives d'essayer de les interdire, mais en fait, notamment à cause de leur consommation d'alcool, mais bon, il y avait des partenariats avec une association sportive qui est importante dans la ville, le Turnverein, qu'on vous présentera plus tard, qui est géré par Otto Pilzer, le fils de Harald Pilzer dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'université, bon, pour des raisons politiques, a décidé de laisser cette corporation faire ce qu'elle avait à faire. Euh, une autre fraternité étudiante tout aussi, euh, on va dire, enfin, non, elle n'est pas aussi, j'allais dire qu'elle était aussi particulière que la fraternité, la corporation Borus, mais elle est en fait finalement plus classique. C'est la fraternité Warburton. La fraternité Warburton, en fait, c'est la fraternité qui est réservée aux bourgeois qui n'ont pas pu accéder au conclave au conclave des fondateurs, donc à ceux qui ne sont pas bafoués depuis 4 générations. Sa devise, c'est hérite et mérite. C'est en gros, hein, une fraternité plus classique, hein, qui cherche à créer un entre-soi bourgeois, qui organise des dîners dans la ville, des conférences, des sorties au club d'aviron, ce genre de choses. C'est vraiment un lieu de la reproduction sociale pour les élites bafoises ou néo-bafoises qui n'ont pas le prestige des très anciennes familles. Ensuite, la dernière fraternité que je vais vous présenter, c'est la fraternité Chi. Alors, la lettre grecque Chi.
La fraternité qui, euh, on ne sait pas trop si c'est une association informelle, une vraie fraternité. Eux, ils n'ont pas de locaux. Euh, on les trouve pas, ils n'ont pas vraiment de recruteurs. Euh, on les voit des fois le soir dans le quartier étudiant du Montparnasse. On suppose que c'est eux. Et en fait, il y a des rumeurs, quoi, des rumeurs de satanisme, de fêtes orgiaques. Alors ces rumeurs, elles sont assez alimentées hein, par les membres de la fraternité qui sont souvent des étudiants en art ou en sciences humaines qui ont un petit côté provocateur. Bon, Savinien de Nemours, dont la rumeur dit qu'il a fait partie un temps de cette fraternité, dit que globalement c'est des dandys qui s'amusent à choquer le bourgeois. Mais bon, toujours est-il que cette fraternité euh, a une petite aura sulfureuse qui contribue à agacer certaines personnes en ville qui voudraient que l'université marche un peu plus au pas. C'est le cas par exemple de ce professeur, Odilon Saint-Fortin. Odilon Saint-Fortin, c'est un professeur qui a à peu près le charisme d'une huître. Euh, Sans perles, quoi, avec un peu cette aura fade qui le caractérise. En fait, les étudiants viennent pas beaucoup en cours. Lui, c'est un professeur hein, c'est un politologue de sciences politiques. Son truc, c'est de dire que le danger, c'est le socialisme, l'internationalisme, le Canada, le féminisme les changements de la mode. Voilà. Donc, bon, comme les élèves viennent pas à ses cours, bah en fait, il a décidé de dire que la note serait une note de présence. Euh, Bon, voilà, il fait comme il peut. Je suis d'accord, la fraternité qui a l'air d'être la plus fun. La fraternité qui a l'air d'être la plus fun. C'est un avis c'est un avis que je partage. Donc voilà, Odilon Saint-Fortin, c'est quelqu'un qui a peut-être des sympathies pour la corporation Borus, là, les agités, mais pour qui la fraternité qui, c'est vraiment le pire. Yeah. Ce n'est pas le cas de Hosanna Argerich. Hosanna Argerich, elle, on va dire qu'un certain nombre de ses étudiants font ou feraient partie de la fraternité qui. C'est une professeure de littérature qui a une très grande aura, contrairement à Odilon Saint-Fortin. Elle anime un salon dans le quartier du Montparnasse qu'on vous présentera la semaine prochaine. Euh, et Hosanna Argerich, bon, disons qu'elle aime bien un peu cultiver le scandale. Bon, elle a étudié à Paris, hein, c'est une spécialiste de la littérature décadente. Elle énerve un autre personnage de la ville qui s'appelle Eric Phillips, qui est un petit journaliste haineux qu'on a déjà évoqué la semaine dernière lorsqu'on a parlé du Swamp. Oui, le portrait qu'a fait Benjamin pour Rosanna Argerich, moi c'est un portrait que j'aime beaucoup. Je suis absolument fan de Madame Argerich. Euh, J'arrête de le contempler quelques instants. Je reviens à la présentation. Toutes mes excuses. Donc en fait voilà, donc Argerich en tant que professeur de lettres, elle s'est notamment attirée toute la haine des milieux ultra conservateurs, d'autant plus que elle cultive aussi avec panache en fait les petites provocations qui irritent par Odilon Saint-Fortin. Elle est mariée au professeur Christian Floyd, qui est un professeur de droit. Alors, lui, il est assez effacé. En fait, on se demande pourquoi Hosanna Argerich
l'a épousé. En fait, je ne vous en aurais pas parlé s'il n'était pas le mari d'Osanna Argerich. Mais voilà. C'est une autre figure de l'université. Lui, c'est Howard Silver. C'est un professeur d'histoire locale, hein. C'est un fils d'employé de chemin de fer. Il a beaucoup voyagé. Ce qui l'intéresse, c'est les vieilles légendes. Les vieilles légendes locales. La Potamkine, ce genre de choses. Oui, 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 oui. Donc en fait, c'est un personnage qui souvent peut avoir des choses. Il me ressemble, oui. Alors, oui, oui, c'est vrai, avec l'écharpe. Bon, alors, oui, c'est vrai que j'ai aussi un peu la panse, la panse flasque comme lui. Heureusement, c'est pas cadré. Euh, euh, Merci, Mister Cake. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, ouais, Silver, ouais, c'est un professeur intellectuel, hein, aussi. Il s'entend assez bien avec Métrophanes Xenophondas, l'égyptologue, et avec Henrietta Dunwoody, ils font comme ça une espèce de petit trio pour désamorcer la chose innommable qu'est le recteur de l'université. Euh, le professeur Yvan Vallée. Le professeur Yvan Vallée. Le professeur Yvan Vallée, qui, peut-être qu'il parlait de Floyd, oui, bon, qui sait, qui sait. Parce que moi aussi j'ai une épouse effectivement bien plus charismatique que moi, c'est vrai, et c'est vrai que mon mérite est d'être l'époux de mon épouse. J'ai ça de commun avec le professeur Floyd. Alors, le professeur Yvan Vallée, Marie, voilà, c'était pour toi. Marie qui est une des trois autrices du jeu avec Damien. Donc le professeur Yvan Vallée, c'est un professeur de psychologie. Lui, il travaille à l'hôpital Lincoln, il développe des protocoles expérimentaux et, comment dire, c'est un misogyne fini. Voilà, c'est un psychologue, comme on en fait plus trop, fort heureusement, qui développe des thèses, voilà, qui font reposer sur la féminité l'ensemble des problèmes de la société. Euh, un autre professeur Yvan Vallée, c'est aussi un médecin, c'est Samuel Cartwright Jr. Alors, c'est un professeur de psychologie, lui, vraiment. Et il a été recruté en fonction de son nom. En fait, c'est le fils de Samuel Cartwright, un médecin du milieu du 19e siècle qui est aujourd'hui complètement discrédité. Cartwright, le père de Cartwright Jr., avait développé l'idée que, en fait, les esclaves étaient atteints d'une maladie, la drapétomanie, qui explique qui explique en fait la tendance à la fuite des esclaves. Voilà, donc c'est un pseudo-scientifique raciste, Samuel Cartwright, et son fils Cartwright Jr. Lui, il développe pas vraiment de thèse. Bon, c'est un opiomane en réalité fini. Ses cours sont absolument calamiteux. Il ne dit proprement rien à ses élèves, il barbote quelques mots. Mais le recteur Whitener est absolument ravi d'avoir fait cette belle prise. Après tout, c'est un nom, ça va redorer le blason de l'université. Et les autres professeurs s'arrachent les cheveux pendant que Samuel Cartwright Jr. Des fois s'endort même en cours en faisant des petites bulles de bave. Voilà pour ce professeur. On a des professeurs un peu plus compétents. Mélanie Kemener, qui parle avec un anglais un peu laborieux et qui est professeure de biologie marine. Elle travaille dans les sous-sols de l'université, hein, donc sous la colline, dans des grands espaces taillés à même la roche. Et elle développe l'idée que ah oui, la cité d'Atlantide, Is,
Tout ça, en fait, ça a vraiment existé, ces cités sous-marines. Bien sûr, ça a abrité une race de maîtres, une grande race qui régnait hein, naguère et qui voilà, développe ses thèses en analysant la biologie marine et en cherchant des traces d'évolution qu'elle pourrait relier à notre humanité. Euh, il y a également Arden Adaïr. Alors Arden Adaïr, c'est une jeune femme qui est orpheline et qui en fait a bénéficié d'une bourse à l'université en raison de ses capacités mathématiques exceptionnelles. C'est un petit génie des maths qui s'intéresse notamment aux statistiques et en fait, elle a été débauchée il y a peu par l'ancien maire, Gordon Marty, qui s'intéresse un peu à ces statistiques et qui, en fait, a accepté la proposition de Arden Adaïr, en fait, d'essayer de faire des sondages d'opinion. Ce qui n'existe pas encore vraiment à l'époque. Et donc Gordon Marty est très content d'avoir ce talent le problème, c'est qu'évidemment, Arden Adaïr a dû lutter avec l'université pour avoir les fonds, parce que le recteur Weitner estime que ce serait beaucoup plus intéressant qu'un esprit aussi brillant s'intéresse à la phrénologie, cette science de l'avenir. Donc la phrénologie, c'est la pseudoscience qui étudie la forme du crâne et qui en déduit la personnalité des gens ou leur proportion à commettre des crimes, par exemple. Donc c'est un truc qui aujourd'hui est complètement, évidemment, euh, ridicule et n'a aucune base scientifique. Euh, et tant qu'on est à parler d'orphelins avec Ardan Adey, ah non, mais non, mais non, ah non. Parlons un peu du personnel quand même de l'université. Ce monsieur, c'est Rafal Markovits. Rafal Markovits, c'est un balayeur dans l'université et il souffre beaucoup euh, des, euh, des longs discours que lui impose le recteur, oui, c'est un visionnaire, sur l'importance de l'hygiène, et attention, ne changez pas l'eau trop souvent, ça coûte des sous, vous savez, et puis, enfin voilà, bref, Rafal Markovits subit ça à chaque fois qu'il a affaire au recteur, et c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études, mais c'est quelqu'un qui en fait qui observe beaucoup les cours en fait qui se font, qui passe parfois plus de temps euh, qu'il n'en faudrait à balayer devant les salles dont la porte est entrouverte. Certains d'entre vous l'ont peut-être croisé, car ce n'est pas la seule activité qu'il exerce, il est également gardien sur Springs Island. Enfin, non loin de l'université, il y a l'Institut Winthrop, qui est un orphelinat, qui est tenu par Madame Elkington. Madame Elkington, c'est Sigrid Elkington, c'est une dame qui mène à la baguette les orphelins de l'Institut Winthrop depuis 1904. C'est une dame qui a appris très tôt que il ne fallait pas laisser les enfants. Oui, il adore les étoiles, Markovitz, tout à fait. C'est l'un de ses passe-temps. Et effectivement, il aime bien les cours d'astronomie à l'université. Euh, mais voilà, mais Elkington, elle, à tout ça, elle dirait non, 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 non. Il ne faut pas trop envoyer les, les jeunes à l'université, ni même à l'école d'ailleurs. Elle considère que les institutrices sont des perverses dégénérées qui enseignent des choses ignobles aux petits bambins. Il est bien plus sain de les mener à la baguette. Donc voilà, elle tient un orphelinat en fait qui est vraiment très proche de l'université. Euh, un orphelinat qui accueille surtout des jeunes filles, mais quelques jeunes gens également.
Voilà pour cette vue globale de l'université qui, comme vous le voyez, est fortement marquée par ce sinistre personnage qui est John Michael Whitener. Oui, alors on nous avait posé la question sur les réseaux de pourquoi la serviette ou le truc là de Whitener était taché. Qu'a-t-il mangé avant? Euh, on ne peut formuler que des hypothèses. Les habitudes culinaires de Whitener sont répugnantes. Il impose à ses professeurs des dîners réguliers chez lui parce qu'il est persuadé d'être un excellent cuistot. Euh, il y a il y a des rumeurs de coprophagie qui sont liées au tragique incident euh, lorsqu'il a bu l'eau de la Kennebec en 1899, qui lui a posé des légers problèmes de transit. Il est possible également que Whitener ne se soit pas rendu compte qu'il avait laissé son bœuf en sauce faire des tâches sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est très observateur. Peut-être que vous savez ce qu'il a mangé. Euh, Moi, je pense que je préfère ne pas le savoir, mais je vous laisse formuler toutes les hypothèses que vous voulez. Alors, voilà pour la présentation du quartier. La semaine prochaine, on va présenter le quartier étudiant qui est le Montparnasse, où se tiennent les salons de Hosanna Argerich. Et comme ça, on pourra gratter un peu, si vous voulez, ce qui se passe dans les tréfonds de la vie étudiante bafoise. Mais donc, si vous avez des questions sur l'université, ou d'ailleurs si des gens ont des remarques sur des trucs que j'aurais pas, qu'ils auraient aimé voir traités, ou que j'ai oublié de traiter, s'il y a des gens de l'équipe, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vais boire un verre pour voir si vous avez des questions. Bien, eh ben, en tout cas, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours les poser sur notre Discord. N'hésitez pas. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour parler du Montparnasse. Merci à vous d'être venus. C'était un agréable moment pour moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment également. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un j'aime, enfin, voilà, faire en sorte que les algorithmes nous aiment. Ça nous aide beaucoup pour la visibilité. Merci à ceux qui sont venus pour la première fois. Merci à ceux qui sont revenus. C'est un vrai plaisir d'avoir affaire à vous. Voilà, bah moi aussi j'ai adoré, furieux. Au revoir Mr. Cake. Mr. Cake. C'est très gentil de m'appeler monsieur. Ça me flatte. Je me sens important. Salut Poulpe aux fraises, salut tout le monde. Et plein de bisous. Ciao ciao.